aujourd'hui, panel très classique, ça va être des prises de parole. Puis vu qu'on a 3 établissements, les prises de parole vont être toujours dans le même ordre. Ici, enfin, tant qu'elle peut, elle la touche. C'est Tania, si possible. Voilà, merci. Alors, dans l'ordre, on va avoir Sophie Despoterres de UC Louvain, Claude Potvin de la Fabriquerelle Université Laval et Anne-Catherine Bazéac de Nantes Université. Donc, je vous laisse vous présenter. Sophie. Ah, Sophie, micro. Comme ça, vous m'entendrez plus Numéro 1. facilement. Voilà, Sophie Despoterres, je suis conseillère pédagogique et bien maintenant depuis 2 ans à l'UC Louvain, au Louvain Learning Lab, chargée de missions éducation ouverte parmi d'autres missions. Je suis ravie de participer donc à ce webinaire interétablissement. Merci, Sophie. Puis ça fait longtemps, juste vous allez le découvrir, mais ils ont un grand niveau de maturité, là, plus d'une dizaine d'années dans l'éducation ouverte et les réels à UC Louvain. Claude. Oui, alors bonjour, moi je suis Claude Potvin, donc conseiller pédagogique universitaire à l'Université Laval, mais je travaille à la Fabriquerelle depuis maintenant 4 ans, donc comme conseiller pédagogique. Voilà. Merci, Claude. Très gentil. Anne-Catherine, à toi. Et donc, je suis chef de projet éducation ouverte à Nantes Université, donc chargée du déploiement au sein de Nantes Université de ce vaste programme qu'est l'éducation ouverte. Et à ce titre, je pilote une équipe qui s'appelle La Fabriquerelle. Nous avons copié le nom de la Fabriquerelle du Québec. Et j'ai rejoint Nantes Université pour ce beau projet il y a 8 mois. Merci, Anne-Catherine. Et c'est pas copié, hein. Je veux dire, vous mettez une majuscule en 2 mots. Nous, c'est minuscule, un mot. Mais c'est un dérivé, puis nous, ça nous enchante. Parce qu'on se dit, ah, Ça c'est me bien, donne il y a de une la belle force. synergie qui se crée. C'est ça. Exactement. Alors, déroulement, j'en ai parlé. On a ciblé 5 questions. On s'est demandé, bon, comment on peut créer ce dialogue-là de partage, euh, tu sais, partage de chemin ou de stratégies qui ont été mises en place dans ces 3 institutions-là afin de favoriser et valoriser les règles. Donc, ça va être, première question, ça va être sur les origines de l'engagement envers les REL et l'éducation ouverte. Deuxième question, en lien avec le soutien institutionnel qu'ils ont reçu. Troisième question, en lien avec les stratégies de mise en place et d'accélération, hein, parce que c'est beau mettre des choses en place, mais faut-il ensuite les maintenir et synergiser tout ça? Question 4, concernant réalisation et projets d'avenir. Et question 5, collaboration interétablissement. Avant que je me lance, les panélistes, avez-vous quelque chose à ajouter, préciser? Non, rien du tout. Parfait. Merci. Les gens du public, je vous tends le micro avant qu'on se lance. Avez-vous quelque chose à préciser, éclaircir? Merci. Qu'est-ce qu'une fabriquerelle? Claude, je te laisserai peut-être répondre à cette question-là dans le clavardage. Est-ce que tu veux que j'y réponde verbalement? Oui, Ah, bon, oui. OK. Bon, une fabriquerelle, en fait, c'est un modèle qu'on a développé, nous, au Québec. Euh, Dans le fond, c'est un ensemble de professionnels, enfin, qui travaillent, qui sont des délégués par leur université ou collège respectif. On change un petit peu l'ordre, là, je prends un peu d'avance. Mais Mais vas-y sommairement, sachant que tu vas répondre plus c'est tard. un ensemble d'établissements qui collaborent, ou un seul établissement dans le cas de Nantes aujourd'hui, qui, dans le fond, qui se mobilise pour encourager le développement de ressources. Et là, il y a différents moyens, justement, dont on va parler aujourd'hui, qui varient un peu selon nos organisations. Voilà, Super. réponse courte. Merci. C'est vrai, ça met la table. Qu'est-ce qu'une fabriquerelle? Puis selon chaque personne peut s'approprier l'objet en fonction de leurs objectifs et visées. Donc, on commence. Première question. Dans la francophonie, l'émergence des ressources éducatives libres est encore marginale. Pas de surprise ici. Même en émergence, parfois, si on se compare surtout à l'anglophonie, hein, il y a des pays où est-ce que
des pays ou des langues. La langue anglaise, entre autres, il y a des textbooks, il y a des plateformes, il y a des dépôts. Donc, c'est de plus en plus structuré et l'offre est intéressante, donc c'est plus facile à adopter. Toutefois, le visage de l'éducation ouverte francophone semble prendre un tournant significatif. Chaque institution a ses propres motivations pour s'engager dans cette voie transformatrice. Pour comprendre ces différents parcours, et je m'adresse à Sophie dans un premier temps, quand et pourquoi votre établissement ou votre institution s'est-elle engagée dans l'éducation ouverte et les REL? Merci, Marianne. Et Oui, je avancer le tourne. slide. Voilà, il me semblait bien. Merci, Marianne. Alors, l'UC Louvain s'est engagé dans le mouvement d'éducation ouverte bien déjà depuis 2015. En effet, ça va faire 10 ans. Je dirais une phase d'expérience. En 2015, l'UC Louvain s'est doté d'une stratégie numérique et il y avait déjà un axe éducation ouverte à cette époque-là. On passe ensuite en phase de consolidation, je dirais, dans son plan stratégique Horizon 600. Donc, pour 2021-25, l'UC Louvain a voulu consolider finalement sa position d'université ouverte. L'un des 5 plans d'action prioritaires, ça constitue l'éducation ouverte et la science ouverte. Donc, à ce moment-là, on a adopté, je dis on, mais j'étais pas encore là. Donc, les collègues à l'époque déjà avaient adopté une approche intégrée de l'open science et de l'open education. En Belgique, à l'UC Louvain, on utilise souvent les termes en anglais, mais je vais m'adapter aujourd'hui. Une approche intégrée parce que l'UC Louvain a voulu traiter les deux questions de manière rapprochée et simultanée. Voilà pour le démarrage, donc il y a une dizaine d'années à l'UC Louvain. Voilà. Merci, Sophie. On passe maintenant à Claude. Oui, alors chez nous, c'est un petit peu plus récent. Donc, en fait, l'année, c'est indiqué 2018 pour le plan d'action numérique qui avait initié le ministère de l'Enseignement supérieur à l'époque. Un plan important qui déclinait une douzaine de dimensions pour encourager justement pour développer la compétence numérique. Et puis, une de ces dimensions-là mentionnait justement que on se proposait d'encourager la production locale de ressources éducatives libres. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je disais tout à l'heure, au Québec, c'est un regroupement d'établissements. Il y a eu 3 universités. Vous voyez le logo, Université de Sherbrooke, parce que c'est l'idée, je pense qu'il faut le dire, ça vient du service du directeur, l'ancien directeur Serge Allary, du service de soutien à la formation à l'Université de Sherbrooke, qui a contacté ses collègues de l'Université Laval et de l'Université de Montréal. Disant, écoutez, ça serait peut-être intéressant de monter une petite boîte pour profiter de cette opportunité-là que le ministère de l'Enseignement supérieur nous offre. Et ces 2 collègues ont accepté. Alors, les trois universités fondatrices, ce sont celles que vous voyez à l'écran. Ça a commencé comme ça. Le ministère de l'Enseignement supérieur, ils ont fait une proposition au ministère de l'Enseignement supérieur qui a accepté. Alors, ça a commencé modestement en 2019. Je dis modestement parce qu'il y a eu comme un frein assez rapide à cause de la COVID. Ça retardait un petit peu la mise en place. Mais la mission, vous la voyez à l'écran, donc je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'accompagnement d'accompagner les différents établissements qui participent Enfin, c'est du Québec, hein. Au départ, oui, il y avait 3 universités fondatrices, mais la mission est vraiment plus générale, d'accompagner les différents établissements du Québec en enseignement supérieur. Et c'est pas juste les universités, même si les 3 établissements fondateurs étaient des universités. Donc, les accompagner dans le soutien, dans le développement de ressources éducatives libres. Donc, transformation des pratiques, parce que on le sait, les ressources éducatives libres, ça va plus loin qu'on est dans le mois de l'éducation ouverte, hein. Au départ, on ne parlait pas, nous, d'éducation ouverte ni de sciences ouvertes. On pourra revenir là-dessus. On parlait essentiellement de ressources éducatives libres. Mais évidemment, ça modifie nos pratiques de façon un petit peu plus large. Alors voilà comment tout ça a démarré. Merci, Claude. On passe maintenant du côté de Nantes Université.
Alors, depuis quand Nantes Université s'est engagée dans l'éducation ouverte? En fait, ça a démarré dès 2020 avec le mandat de la présidente actuelle qui a souhaité inscrire cet engagement pour une ouverture de l'université dans son plan stratégique. Donc, ça date vraiment de 2020 avec un très fort engagement institutionnel. Je crois que c'est très important de le souligner. À cette époque aussi, la volonté s'est traduite par la création d'une chaire UNESCO dédiée aux ressources éducatives libres. Donc là aussi, une réelle volonté d'engager aussi une recherche sur ce sujet-là. Et donc ça s'est appuyé à l'époque sur la définition de l'éducation ouverte telle que la Commission européenne l'avait définie en 2016. Ensuite, en 2022, étape importante aussi, puisque a été écrite la feuille de route éducation ouverte de Nantes Université qui couvrait la période 2022 à 2027. Donc là encore, une volonté très fortement affichée de s'ancrer dans la durée et de structurer la démarche. Et puis en 2023, une étape importante également a été le fait que Nantes Université a gagné un appel à projet proposé par l'Agence nationale pour la recherche, sous la terminologie d'excellence. Et cet appel à projet couvrait ouverture au sens large et donc a donné à Nantes Université la capacité financière, avec des financements spécifiquement fléchés sur ce projet, pour déployer. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ce déploiement, cette ambition, elle s'est articulée sur 4 volets de l'ouverture. Donc ça montre aussi que la démarche d'ouverture, elle est très holistique. Elle englobe à la fois l'éducation ouverte, l'innovation ouverte, les médiations scientifiques et la démocratie ouverte pour Nantes Université. Donc c'est vraiment une approche extrêmement complète. Puis enfin, en 2024, c'est intéressant de voir que ce fort engagement s'est déjà traduit dans une certaine reconnaissance ou une certaine légitimité, puisque dans le classement THE, Times Higher Education, Nantes Université, en 2024, a été classée numéro 1 en France sur le critère de l'ODD numéro 4, pour une éducation de qualité ouverte à tous, et numéro 25 en France. Donc ça montre déjà l'engagement et les premiers résultats de Nantes Université. Donc ça encourage. Et puis on a également eu l'occasion d'être appelé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour participer à des travaux de recherche sur la politique numérique dans l'enseignement supérieur à travers les ressources éducatives libres. Donc voilà, donc ces engagements forts, institutionnels, ont déjà reçu une certaine légitimité et poussent encore à s'engager encore plus activement dans cette démarche. Merci Anne-Catherine. Alors, avant de passer à la deuxième question, on remarque déjà que bien que l'objet de la discussion aujourd'hui serait l'éducation verte, on voit quand même que les motivations initiales ou le contexte initial de développement de REL est très différent. On voit quand même certains points communs. Le numérique qui a été nommé. Au niveau du Québec, il y a le partenariat dès le départ qui a fait partie de la donne. Et au niveau de Nantes Université, ben, c'était la recherche avec la chaire de recherche REL, puis ensuite volonté politique qui a décliné. Puis on reparle du numérique. Donc, ce sont des chemins d'accès différents. Claude, tu nous fais un peu de philosophie dans le clavardage. Ouais, La démocratie démocratie ouverte. existera encore. Ça va se passer pour peut-être en J'espère, Europe, les gens le ressentent j'espère. peut-être un peu moins, mais nous, au Canada, avec un voisin, c'est moins évident ces temps-ci. On passe, L'importance. on passe maintenant à la deuxième question. Alors, le passage de l'intention à l'action nécessite la mobilisation de ressources concrètes et un cadre institutionnel facilitant. Les moyens déployés peuvent varier, considérant, ça dépend d'une institution à l'autre. Puis déjà, on voit avec la première question qui a été répondue, on voit les différents moyens. Ça peut être au niveau des ressources humaines, ressources financières, techniques ou organisationnelles. Donc, l'infrastructure de soutien est souvent déterminante pour la réussite des initiatives réelles, mais aussi pour qu'elles soient pérennes dans le temps. Alors, question 2, dans le même ordre toujours, quels moyens ont été mis en place dans votre institution pour soutenir ce mouvement? Merci Marianne. Alors chez nous, donc à l'UC Louvain, pendant la période de consolidation, comme je l'ai évoqué précédemment, donc on va dire à partir de 21-22, une équipe dédiée à l'éducation ouverte s'est progressivement constituée au sein du Louvain Learning Lab. Aujourd'hui, 4 personnes
qui ont pour mission, objectif de sensibiliser, de former et d'accompagner donc les enseignants de la communauté universitaire sur le plan de la réutilisation de REL, de création de REL et de diffusion de REL. Le sketchnote qui nous est proposé ici par notre collègue Justine Fromentin, que vous retrouverez sur notre plateforme OR-UC Louvain, décrit les 3 volets de cette familiarisation avec l'Open Education à l'UC Louvain. Donc, premier volet, les formations. Principalement sur 4 périodes de l'année, on propose des formations à l'ensemble du personnel enseignant, mais pas que, à la communauté universitaire, depuis l'initiation jusqu'à la publication sur nos plateformes. On a mis au point un parcours composé en plusieurs moments de formation et donc disponible pour tout un chacun. Le deuxième volet, ce sont des accompagnements individuels ou en groupe, parfois liés à une demande de FDP, Fonds de développement pédagogique. On accompagne des enseignants qui nous contactent et qui souhaitent donc partager leurs ressources, qui posent des questions sur le choix des licences Creative Commons. Je vois que ma collègue Flore est là aussi, les images libres de droit, etc. On forme aussi des bibliothécaires, des conseillers pédagogiques. Donc, au cours de ces accompagnements, ce sont eux qui viennent vers nous et qui nous contactent à ce moment-là avec des questions plus précises. Troisième volet, les ressources. Vous connaissez peut-être les cahiers du LLL et le cahier numéro 6, qui date déjà de 2019, donc bien avant l'arrivée de notre équipe, porte sur l'éducation ouverte. En plus de cela, bien sûr, on a à cœur de publier un certain nombre de REL, de tutoriels, de supports de formation, de parcours ouverts, j'y reviendrai plus tard, à destination de nos enseignants, mais évidemment également du monde entier. Et vous voyez des liens étroits entre ces propositions de formation, de ressources et les accompagnements que nous proposons donc avec l'équipe. Voilà pour l'UC Louvain. Merci. Claude. Ton micro, Claude. Chez nous, à la Fabrique REL, bon, je disais tout à l'heure, le ministère de l'Enseignement supérieur nous a encouragés financièrement. Donc, à partir de ça, il y a une équipe qui a été constituée. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, ce sont des prêts de services à partir des différents établissements. Alors, c'est un modèle un peu particulier. Donc, il y a une coordination principale. On a eu deux personnes différentes à la coordination. Et ça coïncide aussi à un renouvellement, en fait, de la subvention il y a déjà 2 ans. Il y a eu un premier mandat de 4 ans et un second maintenant de 4 ans. Il nous reste 2 ans avec cette subvention-là. Donc, la pérennité, on ne sait pas, mais en tout cas, pour le moment, le ministère de l'Enseignement supérieur nous a, nous a subventionné 2 fois. Et puis donc, personne conseillère pédagogique, j'en suis un représentant. Marianne aussi collabore comme conseillère pédagogique à temps partiel. Et on a aussi des personnes bibliothécaires on a plusieurs bibliothécaires à temps partiel aussi. Et vous voyez que la structure, c'est nous, essentiellement par un appel à projet, on va former les différents professionnels et les différentes personnes porteuses de projets en général, des personnes enseignantes, chargées de cours, professeurs, des collèges, des cégeps et des universités québécois. Alors, le modèle, c'est donc de la formation, du soutien aux projets qui sont acceptés via jury à chaque année. Et puis, ce qu'on vise, en fait, c'est pas seulement de faire des projets. C'est un peu l'idée ici des différentes flèches, là, soutien, formation en rouge. C'est qu'on veut faire en sorte que les professionnels, une fois formés, mais transfèrent cette expertise-là dans leur propre établissement pour évidemment encourager aussi le développement de ressources éducatives libres, que ça devienne un réflexe dans les différents établissements de penser, de créer des ressources libres. Évidemment, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on crée des ressources dans les différents établissements d'enseignement. Il y a même des fonds internes dans beaucoup d'établissements, la plupart des établissements, pour créer des ressources. Mais l'idée d'y accoler une licence libre, c'est pas un réflexe. Alors, c'est un petit peu via ce mécanisme-là qu'on espère
propager la bonne nouvelle dans les différents établissements d'enseignement supérieur du Québec. Et puis, pour ça, vous voyez en bas, il y a des petits icônes qui représentent là, des formations, des ressources aussi qu'on développe et qu'on va transmettre à nos différents projets. Merci, Claude. Anne-Catherine. Alors, pour notre université, quels moyens ont été mis en œuvre? Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'impulsion institutionnelle forte, qui est vraiment capitale dans notre politique et notre déploiement. Il est important de mentionner aussi que le vice-président formation est devenu aussi en 2022 vice-président formation et éducation ouverte. D'où vraiment le fait de porter très haut politiquement cette ambition. Puis du coup, s'est déployé entre 2022 et 2024 tout un travail au sein des différents services d'appui de Nantes Université pour commencer à formaliser comment Nantes Université allait mettre en œuvre cette stratégie d'éducation ouverte, donc notamment à travers des ateliers exploratoires avec les bénéficiaires, etc. Donc c'est un travail qui a été mené jusqu'en 2024 où la Fabrique REL donc, a été créée. Donc la Fabrique REL, c'est aujourd'hui une équipe de 6 personnes. Il y a un petit peu à l'image de ce que vous avez aussi les uns et les autres, l'avantage de rassembler en un lieu, en une équipe, des compétences très complémentaires. On a 2 personnes des services numériques, une personne qui gère la plateforme Néo, donc la plateforme numérique de diffusion des REL, et puis une personne qui est davantage dédiée à l'accompagnement technopédagogique. Donc, on a 2 profils de ce type-là. On a un profil de bibliothécaire qui est rattaché à notre service des bibliothèques universitaires. Et ça, c'est très important aussi parce que ça permet de réaliser tout le travail d'indexation des ressources avec cette expertise. Et puis, on a une expertise d'accompagnement pédagogique très importante aussi, comme on l'a vu, pour accompagner justement ceux qui souhaitent créer ou utiliser des REL. Donc ça, c'est vraiment un moyen significatif qui est un peu le cœur du réacteur du déploiement de l'éducation ouverte. Bien entendu, la plateforme Néo, donc c'est la plateforme numérique lancée aussi en décembre, donc tout récemment, de Nantes Université pour diffuser les ressources éducatives libres produites par Nantes Université et ses partenaires. Donc ça, c'est vraiment l'outil numérique, voilà, qui permet cet usage et qui permet de sensibiliser les acteurs, à la fois les enseignants, enseignants-chercheurs et étudiants, à ces nouvelles pratiques, ces nouvelles façons de travailler. Voilà. Et puis, nous, comme on est encore tout jeune dans ce déploiement, il nous a semblé important de s'appuyer sur des partenaires stratégiques, d'où ce partenariat avec l'Université de Louvain et la Fabrique REL québécoise. C'est important pour nous parce que ça va nous permettre de partager des bonnes pratiques avec ceux qui ont beaucoup plus d'expérience et puis de diffuser aussi ce que nous, on peut commencer à déployer. En parallèle de ces partenariats stratégiques, on a aussi des réseaux mondiaux qui nous aident aussi à avancer sur ces questions-là. On a le réseau UNOE, United Nations Open Education Network, qui est piloté par Colin de la Higuera, qui est professeur à Nantes Université et qui est aussi le détenteur de la chaire RELIA, UNESCO RELIA, dédiée aux ressources éducatives libres et à l'IA, le lien entre les deux. Et donc, ces organes et ces réseaux nous permettent aussi, sont très importants pour nous, pour progresser, s'inspirer et puis avancer plus rapidement sur le déploiement de l'éducation ouverte en acquérant ces expertises. Et puis enfin, un réseau important également, c'est UniWell, c'est un réseau d'universités européennes, 11 universités européennes, qui travaillent ensemble sur le bien-être et pour lequel Nantes Université est chef de file sur formation et déploiement de l'éducation ouverte. Donc là encore, pour nous, c'est important ce fonctionnement en réseau pour faciliter les collaborations, faciliter les partages d'expertise et on aime beaucoup travailler de cette façon-là. Voilà un petit peu tous les moyens qu'on commence à mettre en œuvre puisque c'est encore tout récent. Merci Anne-Catherine. Puis pour avoir assisté à une rencontre de Uniwell l'année dernière, en tant que avec ma lunette canadienne, c'est vraiment différent comment en Europe, il y a, puis tu sais, juste l'ensemble des projets Erasmus, il y a toute ce réseau-là de collaboration entre les différents pays qui, nous, au Canada, on a moins. Ça ne fait pas partie de notre réalité. Peut-être au niveau juste géopolitique, comment c'est placé, on a des collaborations qui sont différentes, mais moi, ça m'avait vraiment
frappé à quel point c'était différent les collaborations. Puis il y avait tout un réseau déjà mis en place, favorisé par différentes relations au niveau de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment tout un autre monde. Merci beaucoup. Alors, on passe à le temps file, donc on passe à la troisième question. Au-delà des initiatives ponctuelles, l'appropriation à échelle institutionnelle des REL implique une dynamique collective de différentes parties prenantes ainsi que des mécanismes facilitateurs. Diverses stratégies peuvent être adoptées pour surmonter les obstacles et encourager la création et l'utilisation de REL. Et dans votre contexte spécifique, et je m'adresse à Sophie dans un premier temps, comment avez-vous accéléré la création et le partage de ressources éducatives libres? Donc là, on veut du concret. Comment avez-vous fait concrètement? Alors, moi, je vais vous partager trois initiatives, trois leviers très concrets. Marianne, le premier concerne les aspects technologiques. Donc, très rapidement, dès le début du projet, l'UC Louvain s'est doté donc en 2020 d'une plateforme institutionnelle de dépôt de REL qui s'appelle OR UC Louvain. Donc, pour permettre à nos enseignants de publier des REL et donc de les partager sous une licence libre. Sur la plateforme OR UC Louvain, donc en bas à gauche, les enseignants publient des ressources isolées, donc vidéos, podcasts, supports de présentation, exercices, pas de parcours encore sur cette plateforme-là. Donc, il y a vraiment eu un focus très rapide sur la mise à disposition d'outils institutionnels. edX est la plateforme donc, sur Louvain X qui permet à nos enseignants d'héberger une quarantaine de MOOC créés par les enseignants UC Louvain. Et OpenMoodle, un peu plus haut. Mais ça, c'est plus récent, c'est 2024. C'est une plateforme qui vient de voir le jour, qui permet à nos enseignants de publier des parcours ouverts. Je vous en dirai un peu plus dans la question 4. Deuxième levier concret que j'ai envie de vous partager, des appels à projets REL. Entre 2018 et 2023, 4 appels à projets ont été lancés, 38 projets soutenus donc sur ces années-là, avec un budget qui était donc alloué à ces projets REL, en plus de projets de sciences ouvertes. Et puis enfin, quelque chose de très concret, vous commencez à voir circuler nos sketch notes, donc par notre collègue Justine Fromentin. On a décidé de mettre le paquet sur une stratégie de communication et de promotion avec une identité visuelle là, qui se crée. L'objectif, c'est vraiment de communiquer sur les réseaux, en interne, sur nos formations, les ressources qu'on crée, voilà, pour visibiliser ce qui se fait par l'équipe et amener du monde en formation notamment. Je peux vous dire que ça porte ses fruits puisque la participation à nos formations, à nos webinaires, etc., elle est en forte augmentation. Donc, j'ai envie de dire que l'éducation ouverte a le vent en poupe à Lucie Louvain en 2025, grâce à l'équipe et grâce à toutes ces concrétisations-là qui voient le jour depuis quelques années maintenant. Merci, Sophie. Appel à projet, on parle de combien, des fonds de combien à peu près? De plusieurs, on était au total sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, selon l'ampleur du projet, Oui, ça oui, va entre 10 et 20 000? oui, c'est ça. Il y a des plus petits projets, beaucoup plus petits que ça, et des plus gros projets. Donc, c'était vraiment en fonction de l'ampleur des différents projets, tout à fait adaptable. Parfait, merci. Claude. Oui, alors la fabriquage, j'en parlais tout à l'heure. Je vais repartir un peu de ce que présentait Sophie, même si c'est pas tout nécessairement sur le graphique. On a un appel à projet aussi, un petit peu plus modeste, un peu dans les mêmes eaux, 160 000 donc un peu, je pense, par année ou 175, ça va être quelque chose comme ça. Environ, ben, vous le voyez dans le graphique à droite, c'était, bon, surtout les premières années, là, c'est une courbe à peu près uniforme, là, les 4-5 dernières années, 13-14 projets par année qui sont développés, si bien qu'on en est rendu, bon, avec ceux de cette année, là, à peu près à 65 projets. On est au démarrage des derniers projets, là. J'ai inclus les projets à venir, mais c'est ça. Donc, 50 qui sont vraiment créés.
L'outil principal dont on s'est doté dès le départ, en fait, je devrais, quand je dis on, c'est pas moi. Moi, je suis arrivé, le processus était déjà en place. C'est l'équipe qui a précédé, qui a vraiment réfléchi à ce processus-là, qui est un processus ADI pour les personnes qui connaissent, mais adapté, modifié pour la conception de RED spécifiquement. Alors, processus qui a été quand même bien documenté au fur et à mesure qu'on a avancé dans disons, l'application de ce processus-là avec les différentes équipes. Sophie parlait de diffusion. C'est un aspect que nous, on n'avait pas au départ du tout. On n'a pas de plateforme de diffusion provinciale. Il y a un projet qui est encore en cours actuellement. Si bien qu'on s'est doté, là, il n'y a pas si longtemps, d'une plateforme un peu parallèle. Mais donc, on a développé un certain nombre d'outils qui sont associés au processus au fur et à mesure. Vous voyez un lien au bas de l'écran là, vers une trousse. Alors, cette trousse-là qu'on comporte, on a commencé modestement et actuellement, ça comporte plus d'une quarantaine d'outils qui, euh, qui justement sont liés aux différentes étapes de ce processus-là. Alors, cette trousse-là, évidemment, est accessible à n'importe qui au-delà de la fabrique REL, mais c'est un outil qu'on utilise au cœur dans le développement, dans l'accompagnement de nos projets. Alors, voilà, essentiellement. Merci. Anne-Catherine? Alors, pour nous, à Nantes Université, on part d'un peu plus loin puisque c'est tout nouveau pour nos bénéficiaires. Beaucoup en Nantes Université ne savent pas exactement ce que c'est que l'éducation ouverte et les REL. Donc, on a vraiment un premier enjeu capital qui est de sensibiliser, c'est-à-dire de faire connaître ce que c'est quoi l'éducation ouverte, c'est quoi les REL. Donc, nous, on a fait notre semaine de l'éducation ouverte en décembre. C'était un moment très important puisqu'on a lancé Néo, la plateforme, à ce moment-là. La fabrique REL venait juste d'être créée. Et donc, cette semaine a été importante pour expliquer. Donc, on est vraiment dans cette phase de pédagogie forte et pour donner à voir aussi les témoignages de ceux qui ont commencé à s'engager dans les REL à Nantes Université, donc des enseignants-chercheurs essentiellement. C'est important pour nous aussi de sensibiliser les étudiants. C'est un autre public, mais on trouve vraiment important que les étudiants s'emparent de cette nouvelle façon aussi de travailler et d'apprendre. Et donc, pour sensibiliser les étudiants, il faut trouver d'autres façons de leur parler, de susciter leur intérêt. Et donc, avec la chaire Relia, on a proposé, et la chaire Relia a conçu un escape game pour faire découvrir ce que c'est que l'éducation ouverte aux étudiants. Donc, vraiment ciblé sur ce public. Ensuite, on a, bien sûr, comme vous, à Louvain et à la Fabrique REL du Québec, l'enjeu de former. Donc ça, on multiplie les ateliers de formation pour faire entrer chacun dans le concret de comment je crée une REL, quels sont les critères et comment, à partir d'une ressource existante, je peux la transformer en REL, ou bien comment je crée de toutes pièces une ressource éducative libre. Donc on a vraiment un enjeu de proximité. Hein, il y a 44 000 étudiants, 5 000 professionnels à Nantes Université, donc le chantier est vaste, mais on a cet enjeu de former au plus près dans les campus les différentes personnes qui peuvent être intéressées. Et dans une phase de transformation comme l'éducation ouverte rend nécessaire ces transformations des pratiques, on a aussi pour objet d'animer des communautés de pratique. Donc en fait, dans l'université aujourd'hui existent des communautés de pratique. Ça peut être des communautés de pratique sur le développement pédagogique, sur l'hybridation, sur l'IA aussi, des communautés de pratique se développent. Donc l'idée, c'est aussi que nous, la Fabrique REL, on insuffle au sein de ces communautés de pratique existantes la compréhension de ce que c'est l'éducation ouverte et le réflexe REL. Donc on a vraiment cet enjeu de transformation. Et enfin, via Néo, on a, exactement comme Claude et Sophie, un enjeu d'accompagnement.
Donc, on accompagne beaucoup tous ceux qui commencent à venir vers nous et à nous solliciter pour créer des REL. Donc voilà, on a cet enjeu d'accompagnement. On est en train de finaliser aussi différentes formules d'accompagnement personnalisées, plus ou moins poussées. Mais en tout cas, c'est un enjeu important. Et cette notion d'indexation des ressources dans Néo, c'est aussi quelque chose qu'on étudie de près, puisque aujourd'hui, la Fabrique REL prend en charge l'accompagnement de ceux qui souhaitent créer des REL, mais petit à petit, on souhaite bien entendu que les acteurs puissent être autonomes pour indexer eux-mêmes leurs propres REL sur Néo. Donc là, on n'en est pas encore tout à fait là pour cette année, mais en tout cas, c'est un objectif qu'on cherche à développer pour l'année prochaine. Et puis, dernière chose, donc on a une centaine de REL disponibles aujourd'hui dans Néo, donc c'est le tout début. Mais bien sûr, on a vocation à agrandir cette bibliothèque de ressources, de REL. Et pour ça, on va aussi beaucoup tabler sur le retour d'expérience de ceux qui se sont engagés dans la démarche. Ça nous paraît intéressant. Alors, ça peut être du retour d'expérience de personnel ou étudiants de Nantes Université, mais aussi d'autres acteurs, comme au Québec ou comme à Louvain. Ça nous intéressera de donner à voir ce partage d'expérience de ceux qui se sont engagés dans les REL, comment ils les utilisent, comment ils en créent, pourquoi c'est intéressant, etc. Donc, on a un enjeu fort là-dessus pour démontrer les bénéfices. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que déjà en quelques mois, nous, on sent l'accélération de l'intérêt suscité pour les REL. Donc, on a de plus en plus d'enseignants pour le moment, pas encore beaucoup d'étudiants, mais beaucoup d'enseignants, enseignants-chercheurs qui nous sollicitent. Et ce qu'on remarque aussi qui est assez intéressant, c'est que en élément moteur, le fait que dans certains travaux, maintenant, on demande aux enseignants, enseignants-chercheurs de produire des REL, c'est-à-dire de diffuser leurs ressources sous forme de REL, c'est un facteur accélérateur assez important et assez intéressant, puisque justement, ça pousse les uns et les autres à venir voir ce que l'accompagnement que propose la Fabrique REL. Merci Voilà. Anne-Catherine. Très intéressant, effectivement, avoir des leviers politiques, que ce soit des fonds d'innovation pédagogique ou de développement, qui a la clé la diffusion sous licence libre des artefacts. C'est une manière aussi de sensibiliser puis de permettre de former et mobiliser les différentes parties prenantes. Ce que j'ai entendu dans les 3 discours qui sont communs, c'est le désir de faire une montée en compétences des différentes parties prenantes. On a parlé des personnes enseignantes, on a parlé des professionnels, conseillers pédagogiques, bibliothécaires qui sont souvent en première ligne, les personnes étudiantes aussi. Les enjeux et les actions liées à la promotion sensibilisation de vos communautés respectives et aussi les infrastructures numériques qui permettent de diffuser, oui, mais aussi de créer et d'utiliser des REL. Donc, tout ça fait partie d'un trousseau de stratégies et d'actions. Anne-Catherine, il y a une question dans le clavardage pour toi, puis je te laisserai peut-être, veux-tu répondre de vive voix ou Oui, par clavardage? comme vous voulez, je suis en train de répondre. Ah ben, on continue par clavardage alors. Parfait, merci. 4e question. On va essayer d'être un petit peu plus synthèse pour les 2 prochaines questions si on veut se garder du temps pour la discussion. Alors, les jalons franchis témoignent du chemin parcouru et nourrissent l'ambition pour l'avenir. Dans ce mouvement en constante évolution, il est important de célébrer les succès tout en projetant les prochaines étapes. Parce qu'on a entendu, il y a déjà plusieurs jalons de franchis, mais on ne veut pas que ça s'arrête là. Il faut continuer. Alors, Sophie, de quelle réalisation récente êtes-vous la plus fière et quel projet majeur avez-vous ciblé pour 2025, 2026, si on étire un peu le calendrier? Oui. Alors, dans ma réponse, Marianne, 2024 et 2025 sont très liés, puisque la réalisation de 2024 représente aussi notre challenge de 2025. Je vous explique. Donc, la plateforme Open Moodle, dont je vous ai parlé avant, elle accueille donc depuis 2024 des parcours d'apprentissage en ligne créés par les enseignants de notre université. Ils sont publiés sous une licence Creative Commons. À ce titre, donc, de notre côté, on les appelle les Open Courseware, mais ce n'est pas le cas de tous les courseware disponibles sur Open Moodle. Et c'est là que je parle de challenge, puisqu'au fil des accompagnements, des échanges qu'on a avec les enseignants, on les encourage à ouvrir leurs ressources sous une licence libre, mais on ne souhaite pas imposer le choix de la licence libre. Voilà, c'est le parti qu'on a pris à l'UC Louvain.
Donc, on fait la promotion d'éducation ouverte. On n'impose pas de publier sous une licence libre. Le challenge, c'est donc de proposer plusieurs types d'accès sur OpenMoodle et puis surtout de faire cohabiter les différents usages de la plateforme en 2025. Un autre défi est de pouvoir faire cohabiter la plateforme OR UC Louvain et la plateforme OpenMoodle. Et puis toutes les barrières liées au changement, à l'ouverture, aux craintes associées sont aussi feront partie de notre paysage 2025, même si voilà, les choses évoluent bien. J'ai voulu préciser que parmi les 4 types d'accès, comme je le disais, la licence Creative Commons est obligatoire pour l'accès libre, mais pas pour les autres types d'accès. Elle est recommandée, suggérée, conseillée, encouragée, mais pas obligatoire. Sinon, dans les cartons, tout fraîchement, l'envie dans notre équipe de créer un événement éducation ouverte à l'automne 2025 et j'espère qu'on pourra vous en dire plus bientôt. Mais c'est vraiment tout frais dans nos têtes. L'envie est déjà là et le brainstorming a déjà commencé entre nous. Voilà pour ma part. Merci, Merci. Sophie. Je sais que la jalousie, c'est un des péchés capitaux, mais Open Moodle, moi, ça me fait générer des sentiments de jalousie. Félicitations pour l'accomplissement, c'est pas banal. Merci. On continue maintenant avec Claude. Oui, alors chez nous, disons que les enjeux sont un peu différents. Le contexte du fait qu'on est multi-organisationnel fait en sorte que les défis sont un peu autres. Notre principal moyen, c'est l'appel à projet jusqu'à maintenant, d'atteindre nos différents publics cibles, je dirais. Et puis, ben voilà, c'est sûr on a organisé un certain nombre d'événements depuis quelques années. On est quand même assez fiers de 2 colloques auxquels on a participé à l'ACFAS. On en a organisé un il y a 2 ans. Disons, la réalisation la plus récente, c'est l'utilisation d'une plateforme de diffusion. euh, on va dire qu'elle est temporaire, Zenodo, parce qu'on attend une plateforme, je le disais tout à l'heure, provinciale, Pavillon Rennes, qui est en développement, qui ne permet, qui n'est pour le moment qu'une plateforme d'hébergement. Alors, c'est une plateforme qu'on attend depuis des années à la fabrique. Et puis, on s'est dit, ben, que faire en attendant? C'était un sérieux problème. Pour pouvoir héberger dans certains cas et déposer les métadonnées, et trouver nos ressources. On avait un hébergement temporaire sur notre site, etc. Mais depuis l'année dernière, on utilise Zenodo et on fignole un peu l'utilisation de cette plateforme-là, qui n'est pas parfaite, une interface en anglais seulement, par exemple, mais qui convient quand même assez bien à nos besoins. Alors ça, on est quand même très fiers de ça parce que ça l'a stabilisé un peu, permis d'éclaircir aussi beaucoup en quoi consistait un dépôt, parce qu'il faut se rendre jusqu'au dépôt quand on développe des ressources pour pouvoir les trouver par la suite. Il y a eu un défi, je vous disais tout à l'heure, on a été renouvelé dans notre mandat et quand même pas mal de personnel qui a changé. Alors, ça pose un défi de consolidation de la nouvelle équipe parce qu'il y a plusieurs nouvelles personnes qui sont entrées. Alors, ça nous a quand même, ça nous a pris un petit peu de temps cette année. Et puis, on a un nouveau site web qui est en développement actuellement. Et je vous dirais que le défi le plus important, et puis j'entends les discours, c'est intéressant pour ça aujourd'hui, de comment ça se passe. Vous êtes plus au niveau, mes 2 collègues sont plus au niveau d'un établissement. Et évidemment, les stratégies sont différentes. Alors nous, je disais, notre outil principal, c'est l'appel à projet. On se rend compte maintenant des limites de cette façon de faire là, de faire, parce que il y a quand même un nombre limité de gens qu'on peut atteindre. Je disais, oui, 50, 60 projets, peut-être au total avec les professionnels, 300, 350 personnes qui ont été formées jusqu'à date, mais c'est dans l'ensemble du Québec. Et quand on sait qu'il y a une cinquantaine de cégeps et puis une vingtaine d'universités,
ça fait pas beaucoup de personnes par établissement au bout du compte. Alors, on a encore, si on veut sensibiliser un maximum de gens, on a encore beaucoup de travail à faire. Et peut-être que l'appel à projet, il va falloir, ne devrait pas être le seul outil. On réfléchit actuellement. Donc, c'est un peu en réflexion pour les années futures, comment on peut procéder pour atteindre un maximum de personnes. Il y a bien sûr des établissements, comme pour ne pas la nommer, l'Université de Sherbrooke, qui est quand même la plus avancée en termes d'intégration de la philosophie de l'éducation ouverte et du développement de REL au Québec, mais dans les autres établissements, c'est plus lent. Alors, il y a vraiment, on se pose la question un petit peu comment sensibiliser les établissements de façon un petit peu plus active en dehors de notre appel à projet et de notre trousse et des outils qu'on offre aux différents établissements. Voilà. Merci, Claude. Merci, Claude, aussi pour c'est très honnête. Hein, on ne fait pas du open washing. C'est pas facile de faire de l'ouverture, puis il faut être capable de se le dire aussi en toute honnêteté. Merci. Anne-Catherine. Alors, je vais essayer d'être un peu rapide pour qu'on ait le temps de prendre quelques questions et d'échanger. Donc, les réalisations dont on est le plus fier à Nantes Université, c'est l'ouverture de la plateforme Néo. Donc, ça, c'est vraiment le cœur du réacteur et qui permet d'agir concrètement. Et puis, cette semaine de l'éducation ouverte dont je vous ai parlé, qui a vraiment été un gros déclic pour rendre visible tout ce que représente l'éducation ouverte, ces nouvelles pratiques autour des RED. Donc, ça crée un déclic chez certains pionniers. Aujourd'hui, on a un petit groupe de pionniers qui se sont bien engagés. Et l'idée, bien sûr, en 2025, c'est d'élargir ces bénéficiaires et ces personnes qui s'engagent dans ces actions et ces pratiques. Et donc, pour ça, on a 5 actions pour 2025. La première, c'est vraiment, tu l'as beaucoup souligné, Sophie, l'enjeu de la communication. On pense aussi que c'est très important de rendre ça accessible facilement et à tous. Et donc, on va créer des mini-séries vidéo pour faire passer les bénéfices de travailler avec des REL et d'utiliser des REL. Voilà, donc c'est un beau projet qu'on mettra en CC BY, bien sûr. Et puis la formation toujours qui va nous tenir aussi pour un long moment en 2025. Deuxième action, là encore, pour susciter un déclic, c'est d'organiser 2 relatons sur les campus de Nantes Université. Nous, on est dispatchés sur plusieurs campus, donc l'idée, c'est d'aller à proximité des bénéficiaires. Donc, des relatons, c'est une journée entière consacrée au REL pour comprendre et, si possible, créer sa REL à partir de ressources existantes dans la journée avec un accompagnement. On vient de commencer la semaine dernière à rassembler quelques pionniers pour créer un réseau des ambassadeurs de l'éducation ouverte à Nantes Université. Et ça nous paraît un levier vraiment important, très excitant pour diffuser aussi. Et on a des personnes pleines d'énergie, pleines d'idées, très enthousiastes. Donc, on va bien collaborer ensemble. On a aussi pour projet en 2025 de missionner un post-doctorant pour faire une recherche. Donc là, vraiment nous outiller aussi avec la recherche sur les usages des REL, à la fois sur la cible enseignants, étudiants, quels sont leurs obstacles, comment ils les utilisent. Donc ça nous intéresse beaucoup pour comprendre justement quels sont les leviers auprès de nos bénéficiaires. Et puis enfin, ça nous paraît très très important aussi, et on va s'atteler à ça en 2025, on souhaite valoriser tous ceux qui s'engagent dans l'éducation ouverte et qui produisent des REL ou qui les utilisent. En tout cas, on souhaite valoriser ça à la fois dans leur parcours professionnel, si ce sont des enseignants ou des enseignants-chercheurs, et puis aussi pour les étudiants, parce qu'on pense que c'est vraiment, vous l'avez compris, les étudiants, on trouve que c'est aussi une population qui est importante de sensibiliser à ces pratiques et souvent ils y vont encore plus rapidement que d'autres profils. Voilà, donc très très rapidement nos actions 2025. Donc on ne va pas s'ennuyer en 2025. Bon, ben c'est bien excitant et inspirant à vous entendre. Il est 9h53, je pense que je me permets une certaine liberté. C'est la joie d'animer, hein? On a un petit contrôle sur le déroulement. Donc, la dernière question portait sur les projets communs. Et ici, quand on parle de projets communs, je vais juste introduire la question, mais ensuite, je vais passer à la section discussion pour permettre aux gens d'initier un dialogue avec les gens qui sont avec nous. Donc, cette question-là visait à mettre en lumière
une entente de collaboration qui a été signée récemment entre les 3 parties qui s'expriment aujourd'hui. C'est une entente qui n'inclut pas là, d'argent. C'est vraiment une entente de collaboration dans le but de mutualiser les expertises, les stratégies, puis de dynamiser, hein. On voit que c'est pas facile non plus de maintenir le niveau d'énergie, d'engagement, de motivation. Et souvent, quand on est les seuls à prêcher la bonne parole dans notre établissement, le fait d'avoir des partenariats externes donne du poids aussi au mouvement. Donc, dans la francophonie, plus on travaille en ouverture, plus c'est sain et nourrissant pour le mouvement. Donc, c'est une manière, en fait, de mettre en lumière cette entente de collaboration-là. Mais bon, je prends ce sujet-là, je le mets sur la glace pour quelques minutes. On y reviendra si on n'a pas de questions pour le public. Et là, ben là, je m'adresse à vous, cher public, qui êtes quand même avec nous depuis un bon moment. J'ai envie de laisser le micro ouvert, voir si vous avez des questions, des réactions, des étonnements, des cas de figure à partager. Peut-être que vous réfléchissez à mais comment je pourrais transférer tout ça dans mon établissement? Donc, réfléchissez-y, ça peut être par courriel, mais on aime bien les mains levées comme celle de Justine. Oui, bonjour à tous. Moi, je me demandais par rapport aux réalisations et projets d'avenir de Nantes, comment vous allez vous y prendre pour valoriser les porteurs de REL? Oui, j'étais en train de répondre. Alors, ça, c'est un vrai, voilà, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu et on y travaille, on réfléchit. Pour le moment, ce qu'on a déjà mis en place, c'est qu'on délivre à chaque créateur de REL une attestation de publication qui est signée par le vice-président et qui est portée au dossier RH du créateur de REL. Donc, enseignant, chercheur. Les étudiants, c'est un peu différent. On réfléchit à une autre façon de le valoriser. Mais en tout cas, pour les enseignants, chercheurs, c'est ça. Donc, c'est une attestation à chaque REL produite, versée à son dossier RH, ouais, et qui pourra être valorisée dans son évolution de carrière, en tout cas dans son parcours, et donc officiel. Donc voilà, pour le moment, c'est la première étape. On réfléchit à d'autres façons de valoriser ça. Et voilà, enfin, à date, c'est ça. On a d'autres pistes, mais rien n'est entériné encore, donc je préfère pas encore en parler. Merci. Très intéressant, Catherine. Et dis-moi, au niveau des REL produites, j'aurais comme deux sous-questions de clarification. Est-ce que vous faites est-ce que vous départagez les petites REL des grandes REL? Tu sais, des fois, il y a des petites, je sais que vous utilisez les pépites, il y a des petites pépites d'or. Des fois, ce sont des petites REL, mais il y en a de plus grande envergure. Donc, est-ce que c'est c'est le même poids? Alors, en ce qui concerne l'attestation de publication, oui, parce que c'est une attestation de publication de REL, donc on ne fait pas de distinction. Par contre, nous, on accompagne différemment des grosses REL plus complexes. Donc là, on a, nous, un temps passé de la fabrique REL pour accompagner les enseignants-chercheurs beaucoup plus important quand c'est une REL complexe, voilà, qui nécessite plusieurs mois de développement. Donc ça, c'est du temps offert, entre guillemets, aux porteurs de REL, aux créateurs de REL pour être accompagnés. Donc, c'est important de valoriser ce temps passé. Et puis, on souhaite aussi les valoriser, les REL un petit peu plus complexes et porteuses par une valorisation via des interventions des créateurs, donc dans des webinaires, dans des tables rondes, voilà, mettre la lumière aussi et mettre un coup de projecteur sur ces personnes. Et on accompagnera aussi, mais c'est le tout début, hein, on n'a pas encore eu l'occasion, on accompagnera des REL importantes qui nécessitent une coopération sur plusieurs mois via un soutien financier aussi. Intéressant. Puis je me demande aussi, moi, ça m'inspire, je pense à mon établissement à l'Université de Sherbrooke, hein, parce que le nerf de la guerre, c'est le dossier professoral. Donc, la valorisation de l'effort dans la création est importante, mais dans l'utilisation aussi. Donc, nous, on commence à avoir des cas de figure d'enseignants qui ont délaissé un manuel propriétaire payant par une REL, mais c'est pas si évident que ça de se l'approprier. Donc, c'est ce qu'on perçoit que je me dis, ah, moi, ça m'inspire. Donc, ça peut être aussi pour l'utilisation dans certains cas de figure. Très intéressant.
Écoutez, 9h59, c'est fou ce que le temps passe vite en bonne compagnie. Alors, moi, je vous propose quelque chose, Christian, ce ne sera pas long. Je vais juste faire une petite conclusion, libérer les gens qui doivent partir pour 10 heures. Alors, moi, je vous propose, nous avons les courriels des gens qui se sont inscrits. Donc, on va vous faire suivre le support de présentation. J'ai réalisé qu'il y avait plein de liens intéressants à vous partager. Donc, vous le recevrez par courriel. Une fois le webinaire aussi disponible, vous en serez sur l'enregistrement, vous en serez informé. Vous pourrez aussi le diffuser si vous voulez ou aller réécouter certaines sections. Et toute information complémentaire pourra aussi vous être envoyée par courriel. Donc, je termine quand même en mentionnant la programmation du mois de l'éducation ouverte. J'attire votre attention. Demain, Claude nous fait une présentation avec sa collègue des bibliothèques. Le 18, puis on l'avait dit dans le clavardage, il y a aussi un webinaire en collaboration avec les 3 établissements de l'entente aujourd'hui en lien avec la recherche de REL. Et le 25, il y a Sophie d'UCL qui vient nous parler des sketch notes. Vous avez vu le visuel, c'est intéressant, donc on vous invite à venir écouter ces communications-là. Et attendez, allez voir sur le blog de la chaire de recherche de Colin Relia. Il y a 23 billets de blog qui sont rédigés par 23 acteurs internationaux autour des REL et de l'éducation ouverte. Donc, c'est une publication progressive. 23 bonnes raisons de faire de l'éducation ouverte. Quelle belle initiative. Allez lire ça, super intéressant. Propager la bonne nouvelle. Donc, merci. Je reçois des courriels aussi par message direct. C'est bon, merci. Si vous avez des questions, nous, on reste disponible. Sinon, vous êtes libérés. Puis merci à nos panélistes. Merci à tous. Merci Marianne pour ton animation. Merci pour votre participation. Merci. À Merci. bientôt. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe d'avoir monté cette belle activité ce matin. Aux 3 équipes, c'est ce que je voulais Avec dire. plaisir. Merci Merci, beaucoup. Christian. Merci. Good. Merci Christian. Au Merci. revoir.